Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs issus de l'immigration et des entrepreneurs de la société d'accueil. Le contexte pandémique que nous vivons tous nous a obligés ou nous a invités à changer un peu notre modèle. Cette fois-ci, nous aurons 4 entrepreneurs. Tout de suite, allons à la rencontre de Madame Malika Bajaj, qui est cofondatrice du Festival Cinéma du Monde, qui est directrice aussi de ce même festival, en même temps d'être la directrice du Festival des Traditions du Monde. Racontez-nous un peu, surtout pour le Festival Cinéma du Monde, comment ça a débuté. 2011, dans le cadre du Festival des Traditions du Monde, on a proposé au public une série de documentaires sur vraiment sur l'ouverture du monde. Ce sont des documentaires qui parlent du Maroc, certains pays de l'Afrique, de l'Asie. Et pourquoi quand on les a présentés au Festival des Traditions du Monde? Parce que le Festival des Traditions du Monde, c'est un événement rassembleur de rapprochement entre les cultures via les arts, la musique, la danse, la gastronomie, le théâtre, les contes. Et là, on a dit, il manquait le 7e art, on a dit, pourquoi pas? Et ça connaît vraiment un succès. Les gens y ont été curieux et venaient visionner ces documentaires et ont échangé avec le réalisateur, avec le producteur et la productrice qui ont été sur place. On a dit non, il y a quelque chose à faire avec ça. Les gens, elles peuvent aussi apprécier la culture et les traditions par les images. Et là, on a dit, pourquoi pas qu'on ne fait pas un festival? Moi, j'ai eu l'idée comme ça. Et là, c'est la première fois pour moi, c'est de monter un projet, le présenter, créer un événement d'envergure. Et c'est là que j'ai découvert que créer un événement, c'est comme créer une entreprise en réalité, là. Donc la force d'avoir une équipe et le fait d'avoir testé aussi le produit ou le service que vous aviez, est-ce que ça fait partie des conditions de succès? Y a-t-il d'autres choses aussi qu'on devrait savoir dans ce domaine-là? Mais c'est tout à bâtir, même si on a le concept, on a testé le concept, on a su parce que c'est intuitif. En réalité, tu sais que c'est un produit qui va être apprécié, mais on ne le sait pas, il faut le présenter avant. Mais l'équipe elle est déjà rodée, l'organisée et huilée, était vraiment ça. Moi, si je n'avais pas d'équipe, je me questionnerais. C'est un événement qui est rassembleur, que le monde il vient ici créer des espaces d'échange entre les gens et le film. Instructif et harmonieux pour que le film devienne un support pour que le monde il puisse vraiment échanger. Là, on est dans un contexte assez particulier dans le monde entier. Sherbrooke n'est pas épargné, le contexte de la pandémie. Et dans l'événementiel, je pense que ça a frappé aussi fort, mais probablement il y a des façons aussi de se relever ou de se réinventer. Qu'en est-il du Festival Traditions du Monde et Cinéma du Monde? C'était le mois de mars, je me rappelle très bien, le 11 mars, on a présenté notre conférence de presse, on a présenté notre programmation. Le lendemain, le 12 mars, il y a une conférence de presse. Le Premier ministre il annonce l'interdiction de tous les rassemblements. Et nous, pratiquement 2 jours, on était dans le déni. Non, ça ne se peut pas, il y aura un festival quand même. Ça va passer et tout ça. On était vraiment après le dîner, c'est tous les processus, la colère et tout. Après ça, là, vous savez très bien, quand il n'y a pas de produits, quand il n'y a pas d'événements, mais là, on a passé vraiment à couper des postes, à envoyer les gens chez eux. Et ça, c'était vraiment le côté qui m'a fait beaucoup mal. Après réflexion, on a dit, bon, écoutez, on va passer en mode vraiment et innovation, c'est ça vraiment. Et là, on a dit, nous, on va vraiment présenter aussi quelque chose. Avec la crise, il y a toujours vraiment de grandes choses qui sortent. Et là, on a sorti une édition en ligne. C'était pas facile, on n'avait pas l'habitude. Et là, on s'est réadapté vite et on a présenté vraiment une édition en ligne qui a connu un succès au-delà de nos espérances. C'est quoi les apprentissages que vous avez eus à travers la pandémie et tout ce qui s'est passé aussi?
Ben, l'apprentissage, on apprend tout, on apprend vraiment à réorganiser autrement, parce que c'est pas les mêmes, c'est vraiment, c'est pas les mêmes compétences. C'est pas les mêmes ressources. Il y a des partenaires privés que eux, pour eux, la visibilité sur Internet, ça leur dit rien. Ils veulent un festival présentiel, mais on a pris vraiment à aller à chercher ce qui intéresse. C'est vraiment, quand on parle de réinventer, c'est pas juste réinventer le produit, c'est réinventer tout. Et ça nous a pris vraiment comment virer de bord vite un petit peu et trouver des solutions. Croire aussi au public, qui est vraiment aussi, on a un lien, que ce que j'ai appris, si le Festival Cinéma, il y a un lien de confiance entre son public, ils vont être au rendez-vous, soit par le web, soit sur le présentiel. Donc d'autres compétences, d'autres forces sont ressorties avec la pandémie. C'est vraiment, c'est ça, c'est bien dit, c'est ça. On a découvert des talents insoupçonnés vraiment dans l'équipe. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à une personne immigrante d'ailleurs, qui vient d'ailleurs et qui a envie d'apprendre un peu plus de la société? C'est quoi le lien qu'on peut faire avec le bénévolat et les futures compétences qui vont se développer? Sherbrooke et l'Estrie, c'est une région très accueillante, vraiment. Et les opportunités sont là. Il faut croire en nous et croire vraiment, surtout en nous. Peu importe le domaine, si nous, on croit en nous, tout le monde va croire en nous. À partir que nous, on veut, tout est possible, vraiment. Et je ne pense pas qu'ici, il y a des, comment dirais-je, les défis, tout le monde relevait des défis, mais je ne pense pas qu'ici, qu'il y a des embûches ou des obstacles majeurs. Il y en a, oui, mais il n'y a pas des obstacles majeurs. Donc la confiance en soi. La confiance en soi, oui. C'est vraiment ça, oui. C'est un très beau conseil, Malika. Merci beaucoup et merci de continuer à nous faire aimer ces événements majeurs que sont le Festival Cinéma du Monde et le Festival Tradition du Monde. Est-ce que je le dis bien? Ah, vous le dites très bien. Oui, du monde. Oui, surtout, ça donne... Merci. C'est vraiment, moi... ça fait briller Sherbrooke à travers le monde. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Allons voir maintenant notre deuxième invité, M. Daniel Minani, agronome et propriétaire du centre maraîcher Dubé et Fils. Monsieur Minani, vous êtes agronome et propriétaire du centre maraîcher Dubé et Fils. Racontez-nous un peu les débuts de cette acquisition-là. J'ai quitté l'Afrique à cause des conflits. Mon pays d'origine, c'est le Burundi. J'arrive ici en 2002, en novembre. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on subit un choc alimentaire. Il y a un choc climatique, il y a un choc culturel, il y a aussi un choc alimentaire que moi, personnellement, j'avais du mal à m'adapter aux produits du pays québécois. Alors, je n'étais pas seul. Alors, c'est là d'où venait cette idée de créer quelque chose, d'essayer d'adapter nos cultures originaires d'Afrique au climat d'ici. Et aujourd'hui, votre production est quand même vendue, que ce soit dans des grandes surfaces, où il y a aussi des consommateurs qui viennent directement. Qu'est-ce qui a expliqué le succès, ou plutôt comment vous avez réussi à faire votre place dans ce secteur-là? L'idée de départ, c'était de produire des légumes d'origine africaine. Mais quand je suis allé à la financière agricole pour chercher du crédit agricole, ils m'ont conseillé de continuer à faire ce que l'ancien propriétaire faisait, pour être prudent, parce que c'est de nouveaux produits qu'il faut essayer, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors j'ai continué avec les produits traditionnels du Québec, comme les tomates et les concombres, et ça a bien marché. Et puis j'ai rajouté un peu de produits africains. Et puis j'ai agrandi l'entreprise. Il y a des gens qui viennent ici, plus qu'avant.
qui viennent ici pour acheter sur place. Et je pense que c'est le gros de la business. Ça se passe ici, au kiosque. Et puis l'excédent est vendu au métro en général. Et là, dans le contexte de la pandémie, justement, les agriculteurs ont rencontré des défis comme plusieurs autres entrepreneurs. Quel a été le vôtre? D'abord, des défis psychologiques. On ne savait pas, est-ce qu'il y aura des gens pour acheter? Est-ce qu'on va survivre à la pandémie? On ne savait pas ce qui va se passer. Autre défi, on commande des intrants, des produits de première nécessité pour les activités agricoles. Ça traîne, ça a traîné beaucoup et puis ça a ralenti la production. Mais il y a eu quand même des avantages. C'est quand même curieux, mais actuellement on a plus de gens à nourrir avec les voyages ne se font plus, il n'y a pas de Californie, il n'y a pas de Cuba. Tous les Québécois sont au Québec, donc on a plus de clients. Oui, plus de clients que d'habitude. Et puis avec la publicité qui passe à la télé, avec le Premier ministre qui a encouragé les gens à acheter local. Alors on a pu bénéficier de cette publicité du Premier ministre. Et est-ce que ça vous a amené, en tant qu'acteur de ce domaine-là, à vous réinventer, à ajuster des choses, ou ce côté-là, ça n'a pas été touché? On s'est ajusté un peu, là. On doit penser à la sécurité des gens, on doit des produits pour se désinfecter les mains. On a dû quand même ajuster, mais pas beaucoup. Nous, c'est la production, c'est pas... C'est différent. C'est différent des grandes surfaces. Exact. Oui. Exact. Et qu'est-ce qui a été le plus marquant, vraiment, quand vous pensez à ce contexte qu'on vient de traverser et qu'on est en train de traverser? Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour un agriculteur comme vous? Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la clientèle. Moi, je vois qu'il y a plus de gens qui veulent nos produits, et qui veulent consommer local. Et je pense qu'on devait investir pour produire plus. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais à mon avis, la pandémie est là. On ne sait pas. Mais il faut que les gens investissent dans l'agriculture parce que le besoin, maintenant on a vu le besoin d'être de l'autosuffisance alimentaire de la province et du pays. Et dernière question, est-ce que ce contexte a changé quelque chose au niveau de l'organisation familiale, disons, au niveau du contexte? Tu vois, la pandémie a eu des effets négatifs, avec des dommages économiques, mais il y a aussi des effets positifs, sociaux. Et les enfants qui étaient à l'école sont revenus à la maison et puis ils nous ont aidés. Surtout qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, donc j'imagine que c'est bien accueilli. Les enfants nous ont beaucoup aidés. Et ça, c'est un côté positif. Et puis on est plus proches et on découvre beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Merci beaucoup, M. Minani. C'est un plaisir de vous avoir. Nous allons maintenant à la rencontre de notre troisième invitée, Mme Chloé Legris, cofondatrice et CEO d'Espace Inc. Parlez-nous un peu de cette aventure. Comment ça a débuté? En fait, à l'origine, Espace Inc. n'avait pas de nom, mais c'était une volonté du développement économique puis de la ville de Sherbrooke, donc Sherbrooke-Innopol, la ville de Sherbrooke, qui voulait lancer un incubateur d'entreprise. Et on m'a confié le mandat
de porter ce projet-là. Puis, donc c'est ça. Donc, on a, après quelques mois, proposé une stratégie pour lancer le projet puis commencer nos activités. Et puis, donc, je suis comme partie avec le bébé, l'initiative. On a créé une OBNL. On est allé chercher des entrepreneurs pour constituer le premier conseil d'administration. Et donc, on a lancé nos premières initiatives, mais de façon très itérative, hein, parce qu'on montre beaucoup à nos entrepreneurs de parler à tes clients, comprendre tes clients, assure que tu développes une offre de service qui est vraiment adaptée à leur réalité. Alors, c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on est parti très petit, très lean. Et puis, on a bâti tranquillement au fur et à mesure que les entrepreneurs arrivaient. Et là, aujourd'hui, bien, on a accompagné plus de 125 entrepreneurs dans les 5 dernières années, dont plusieurs sont dans des projets de croissance, là, aujourd'hui, après 5 ans. Ouais. Donc, c'est plus, en fait, c'est un incubateur. Les entrepreneurs peuvent avoir leur espace là, mais aussi de l'accompagnement. C'est surtout de l'accompagnement. Quand on dit incubateur, là, c'est ça, les gens voient l'incubateur comme un lieu physique, mais c'est aussi un processus dans lequel il y a une maturité de produits, de technologies qui se développent. Puis ça, on a de l'accompagnement pour les aider là-dedans. Puis on a des phases d'accélération où est-ce que là, on travaille très intensivement avec eux pour leur permettre, d'atteindre un autre palier. Donc là, on peut mettre des ressources en comptabilité, en marketing, en finance, en ressources humaines pour vraiment les aider à structurer leur équipe, trouver le bon financement, mettre en base le meilleur procédé en place. Fait qu'on s'assure que les ressources dont ils ont besoin pour passer de 2-3 employés à 10, puis d'un chiffre d'affaires de 0 à 1 million, bien, on est vraiment là pour les propulser vers ça, une fois qu'on sent qu'il y a un produit qui est prêt à être lancé dans le marché. Alors, c'est vraiment l'approche qu'on a. On a une approche très adaptée à là où ils sont rendus. On travaille avec eux par bloc de 3 mois, 6 mois. Donc, il n'y a pas de plan d'affaires prédéfini, là. On est vraiment là, pas à pas avec eux. Et puis, selon la ressource qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin de structurer leur comptabilité, bien, on les appuie là-dedans. Donc, s'ils ont besoin de savoir comment parler à un client, on va avec eux, pour faire la démarche. C'est vraiment selon le besoin qui est identifié. Exactement. Fait que c'est pas de la formation, là. C'est vraiment du coaching en temps réel pour le faire grandir. Et là, on vit un contexte particulier qu'on apprend à personne. Comment, au niveau de Espace In, comment vous l'avez vécu? C'est quoi les répercussions dans vos activités? C'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Là. Je pense que, comme tout le monde, on a été comme sous le choc. Puis bon, on a fermé les bureaux, on s'est mis à faire du télétravail. Là, on ne pouvait plus voir les entrepreneurs en réel parce que souvent, on les rencontre en groupe aussi. Donc, on s'est adapté. On s'est surtout assuré que nos entrepreneurs allaient bien, qu'eux autres avaient les outils pour s'adapter. Mais par contre, nous, notre travail d'aider l'entrepreneur à faire face à comment son marché évolue, bien ça, c'est la même chose qu'on faisait avant. Donc, est-ce que là, il faut qu'il s'adapte à son client? Est-ce que le client, il va pouvoir payer? Donc, les questions demeurent les mêmes. C'est ça qui est étonnant, là. Les gens pensent qu'il faut vraiment qu'on change les plans de coaching ou d'accompagnement. Non, il faut vraiment regarder l'entrepreneur, comment il doit s'adapter. Bien, surtout que vous étiez habitué à faire déjà ça, en fait, à analyser où est-ce que l'entrepreneur est rendu, c'est quoi ses besoins. Exactement. Oui, vraiment. Fait que nous, ça n'a pas changé notre travail, si ce n'est que les entrepreneurs ont eu à prendre des décisions rapidement. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme c'est des startups ou c'est des entrepreneurs qui ont tous entre 0 et 7 ans d'existence, ils sont habitués de toujours s'adapter parce que leur maturité est en train de se bâtir. Hein. Ça prend 5 à 10 ans de bâtir une entreprise pérenne. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils se sont adaptés super facilement. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile. Prochaine question. Comment est-ce qu'ils le vivent, votre clientèle, les entrepreneurs que vous accompagnez? Il y en a pour qui ça a été des opportunités, d'autres que ça a été effectivement un recul. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la résilience est très forte chez les entrepreneurs qui sont accompagnés par des réseaux comme le nôtre. Puis ça a été documenté que les entrepreneurs qui sont supportés par des incubateurs, des accélérateurs s'en sortent mieux que ceux qui ne l'étaient pas. Ça a comme accéléré le modèle virtuel pour nous. Donc, on a des entrepreneurs dans le Bas-Saint-Laurent, dans le coin de Trois-Rivières. Donc là, c'est ça. Fait qu'on se prépare, dans le fond, à cette transition-là, nous aussi, d'être de plus en plus virtuels.
puis de répondre à des entrepreneurs de partout au Québec. Surtout, hein? Ouais. Est-ce que s'il y avait des apprentissages à nommer, en fait, pendant le contexte de pandémie, qu'est-ce que ce serait pour Espace Inc. ou pour les entrepreneurs? Moi, je pense qu'il faut prendre le temps aussi là, de réfléchir, là, parce que pendant qu'on était en pandémie, souvent il y avait la pression de faut prendre plein de décisions, il faut faire plein de changements. Je pense que ce qu'on a essayé de faire avec les entrepreneurs, c'est comment tu prends du recul aussi. Il faut être capable d'anticiper un peu les répercussions. Et c'est ça qu'on a fait faire à nos entrepreneurs. Comment ça va avoir de l'impact dans un an pour que vos actions que vous prenez aujourd'hui vont être conséquentes. Fait qu'il faut faire l'exercice un peu de se projeter. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir ou de partager dans ce contexte-là? Je pense que la pandémie est surtout là pour nous rappeler que finalement, on est tous connectés, qu'on le veuille ou pas, qu'il faut prendre soin les uns des autres, puis savoir apprécier ce qu'on a. Parce que je pense qu'on est quand même privilégiés là, ici au Québec, là, puis en Amérique du Nord. Merci beaucoup, Chloé. C'était un plaisir. Merci. Notre dernière invitée, ce sera Mme Liliane Carvalho, propriétaire de Trésor des Fêtes. Qu'est-ce que vous faites au juste? Parlez-nous-en. J'organise des fêtes d'anniversaire. Mon grand dada, sont les fêtes d'enfants, mais je fais aussi d'anniversaire d'adultes. Donc, c'est du clé en main et éco-responsable. Donc, c'est la livraison de décorations thématiques personnalisées. Et, donc, je ramasse les tout à la fin et tout est réutilisé, tout est nettoyé. Donc, c'est éco-responsable. On ne jette rien après la fête. Est-ce qu'on peut dire que le concept a évolué? Parce qu'avant, c'était plus... c'était pas dans des boîtes. Il me semble qu'il y a un nouveau concept qui est né récemment où c'est livré dans une boîte. Oui, donc je complète ma 5e année. Je suis très fière de ça. Bravo. Dès le début, c'était livré dans des bacs. Et j'arrivais chez les clients et ça me prenait environ 30 minutes à installer la décoration. Donc, j'arrivais avec les tout, gâteaux, gourmandises, décorations, activités pour les enfants. Et je prenais une trentaine de minutes pour tout installer chez les gens ou dans une salle. Avec la pandémie, j'ai dû me réinventer. Donc, j'ai rien fait de tellement nouveau. C'est juste que c'est quelque chose que je mijotais déjà plusieurs années. Justement, dès le début du choix du nom Trésor des Fêtes, ça a été pensé comme un coffre et la fête, c'est le trésor. Donc, j'ai juste développé quelque chose où on n'a plus de contact. J'ai plus de contact avec les clients. Donc, c'est les coffres qu'on voit ici. C'est une boîte, tout simplement, qui est, je mets mon masque, je désinfecte les tout, je dépose ça chez les gens, je fais bye-bye. La personne, elle a juste à prendre la boîte, installer sur une table, ouvrir les portes, placer les choses. Il y a une photo d'appui qui vient avec pour aider à bien placer les objets. Et tout est là. Donc, gâteaux, gourmandises, on peut même ajouter un atelier créatif pour les enfants. Et tout ça, c'est encore plus éco-responsable qu'avant parce que les pièces ont été pensées de façon à être capable de tout nettoyer, de tout remettre, désinfecter et tout pour les prochains clients. Donc, c'est vraiment pratique là, et ça a été très, très bien reçu par les clients. Comment est-ce que vous avez vécu la pandémie comme entrepreneur? Je dirais que ça a été des vagues. Donc, au mois de mars, ça a été « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? » La panique un peu. En plus, on ne savait même pas si les travailleurs autonomes allaient avoir les droits à la prestation canadienne d'urgence. À ce moment-là, il n'y avait rien devant nous. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et des courriels, des téléphones pour tout annuler. Parce que moi, tout ce qui était contrat de fête d'anniversaire, ça a été annulé tout de suite. J'ai une deuxième entreprise que j'organise des événements un peu plus grands. Là, ils ont tous été mis en pause. Donc, ça a été comme, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Après ça, on a pris le temps de réfléchir. Donc, les grands événements, il y a eu qui ont été reportés, il y a eu qui ont été transformés en virtuel. Il y en a eu, comme les salons de la famille éco-responsable, j'ai dû remettre à l'année prochaine. Donc, ça a été annulé pour cette année. Mais les choses ont commencé à se placer. Mais au niveau d'anniversaire,
c'était comme, OK, les gens ils continuent à manger un petit gâteau avec leurs enfants à la maison, mais je ne peux plus rentrer chez les gens pour installer la décoration. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler sur les coffres. Et là, j'ai commencé à voir un peu plus une lumière au bout du tunnel. Donc, j'ai dit, bon, écoute, comme entrepreneur, on a besoin toujours de se réinventer, de trouver de nouvelles façons de faire. Donc là, j'ai commencé à voir les choses un peu plus claires et organiser. Finalement, j'ai eu la prestation canadienne d'urgence qui est la possibilité quand même d'investir dans la nouveauté et tout. Donc là, des choses sont revenues tranquilles. Et là, maintenant, je suis comme, OK, s'il y a une deuxième vague ou non, je suis forte, je vais passer à travers et l'optimisme est revenu. Et quand l'optimisme revient, comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir, les 5 prochaines années, par exemple? Moi, je suis très contente parce que quand on parle d'entrepreneuriat, tout le monde dit ça prend 5 ans, ça prend 5 ans. Donc, j'avais vraiment peur du chiffre 5. Et là, j'arrive au 5. Je complète ma 5e année cet automne, automne 2020. Donc, je suis très fière de ça. Et il y a des changements qui s'en viennent. Je pars dans un local commercial cet automne aussi. C'est tout nouveau. Je ne travaillerai plus chez moi. Ça va être vraiment dans mon local commercial. Donc, c'est toute une réussite. Pour Trésor de fête. Et j'ai beaucoup de projets. Donc, tout ce qui est grand, événement plus grand, ça continue, ça revient à chaque année. Je continue à travailler là-dedans. Mais pour les fêtes aussi, j'ai plein d'autres idées là, que je suis en train de tester, de projeter et tout. Donc, avec le local commercial, en plus, ça va m'ouvrir pas mal de possibilités, de nouveaux produits et services que je vais pouvoir offrir à mes clients. Merci beaucoup de le partager, Liliane. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Le contexte de la pandémie nous aura tous appris quelque chose. Au-delà de ces difficultés, de ce chamboulement, de cette réorganisation et de ce besoin de se réinventer, on découvre que plusieurs de nos entrepreneurs, malgré tout, ont pu découvrir des forces en eux, ont pu découvrir, repousser leurs limites aussi et trouver une façon de se positionner. Et ça, c'est un signe d'espoir. Merci de nous avoir suivis.